Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Avant de démarrer, je suis fier d'accueillir un tout nouveau partenaire sur On n'a jamais fait comme ça. Lucas. Lucas, une entreprise qui propose des solutions autour de la gestion RH et des dépenses collaborateurs. Alors Lucas, je l'utilise quotidiennement depuis 8 ans. Et ce que j'apprécie surtout, c'est le soin qu'ils ont apporté au design et à l'ergonomie des interfaces pour les rendre très faciles d'utilisation et sans faire l'impasse sur la rigueur métier des logiciels RH. Mais Lucas, ce ne sont pas que des logiciels de gestion RH. C'est aussi une entreprise atypique, indépendante d'esprit et qui n'hésite pas à expérimenter des pratiques managériales hors du commun. Et c'est sans doute ça qui m'a plu. Défier les normes établies comme je tente de le faire chaque semaine avec vous, avec On n'a jamais fait comme ça. Pour les découvrir, c'est très simple, lucas.fr, Lucca. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, je suis ravi de recevoir dans mon studio à Rennes Yannick Bigot. Alors Yannick, tu es expert en ressources humaines, en management, fort de plus de 20 ans d'expérience dans l'accompagnement de dirigeants et de managers. Tu es sociologue de formation. Tu as fondé en 2018 L48 Conseil, tu nous expliqueras pourquoi L48 Conseil, un cabinet donc basé à Rennes, spécialisé dans la réinvention des modes de travail et le développement de pratiques managériales innovantes. Avant ça, tu as occupé des postes stratégiques, notamment en tant que directeur capital humain chez Deloitte pendant 10 ans et responsable d'AVRH au sein du groupe Elior durant 7 ans. Bref, tu connais quand même bien les ressources humaines. Et aujourd'hui, tu accompagnes les entreprises à concilier performance collective, bien-être individuel à travers des formations sur mesure, du coaching professionnel, du conseil en management. Et dernier point, tu es également l'hôte toi-même d'un podcast destiné plutôt aux managers, mais aussi aux RH, qui peuvent écouter bien sûr ce podcast, qui peuvent être d'ailleurs RH et manager, on peut faire les deux en même temps, qui s'appelle Le Coup de Bigot. Donc jeu de mots avec le nom de famille, Yannick Bigot, tout le monde a compris. Bref, je mettrai les liens d'ailleurs de ton épisode et de L48 Conseil sur le descriptif de l'épisode. Et déjà Yannick, un grand merci pour ta dispo. Comment tu vas ? Mais ça va très bien. Merci à toi de m'accueillir, ça me fait très plaisir d'être là. Ah bah écoute, moi je suis ravi aussi de t'accueillir. T'as hyper bien bossé la présentation quand même. J'ai beaucoup travaillé. Ouais. C'est toi-même ou c'est ChatGPT qui l'a fait ? Non, j'utilise pas ChatGPT, j'utilise Perplexity déjà. Ah ok. Voilà, déjà on va... Super intéressant. Voilà, je suis plutôt fan de Perplexity version payante, qui coûte le même prix que ChatGPT d'ailleurs en version payante et qui est à mon avis 100 fois mieux. Même si des fois le moteur est d'ailleurs le même moteur. Mais je n'ai pas utilisé ni ChatGPT ni Perplexity. Donc tu l'as fait toi-même. Eh ben merci beaucoup. Parce que pour raconter ma petite vie, j'étais à l'hôtel il y a 48 heures tout seul à Nantes. J'avais un rendez-vous le lendemain. Et j'avais le choix de regarder une superbe série sur TF1 ou de travailler. Ouais. Et j'ai travaillé. Voilà, et j'ai préparé cet épisode. Tu as hyper bien bossé. Merci beaucoup d'avoir fait ce choix-là. Je ne suis pas sûr que j'aurais fait le même. En tout cas, j'espère que j'ai dit aussi des choses exactes parce que tout est j'ai essayé de synthétiser correct. Ce que j'ai trouvé sur ton site web et bien sûr sur ton profil LinkedIn. Tout est vrai. Normalement, tu ne dois pas avoir de contradiction. Et ben écoute, tu vas nous parler un peu de ton parcours, tu vois. Donc du coup, je vais pas te demander de te présenter parce que je l'ai fait. Mais justement, ton parcours là, il est riche, il est varié. Tu as fait de la RH, du management, du conseil. Et qu'est-ce qui t'a conduit aujourd'hui à te spécialiser dans l'accompagnement des managers et des dirigeants ? C'est une histoire hyper longue. Ah bah vas-y, on a 2h30. Vas-y. Donc c'est un épisode très long. Ouais. Non, en gros, tu veux une réponse politiquement correcte ou tu veux une réponse directe ? Tu fais ta réponse. Ok, c'est toi qui décides. Ma réponse c'est, en gros, ce que j'ai constaté depuis des années, à la fois chez Elior, à la fois chez Deloitte, où j'ai accompagné beaucoup de managers dans beaucoup de groupes, c'est que les managers ne sont pas formés. En gros, ça c'est la version un peu édulcorée, ils galèrent vraiment avec le management et la plupart des managers sont vraiment en difficulté avec leurs équipes. Ça peut amener des gens à dire « je ne suis pas fait pour ça ».
Et en réalité, le sujet, c'est pas tant qu'ils sont pas faits pour ça, c'est que la plupart d'entre eux, on pourrait dire presque 99% d'entre eux, ils n'ont pas été formés. D'accord. Et forcément, si tu dis à quelqu'un, il ne viendrait pas à l'idée de quelqu'un de donner une voiture à quelqu'un qui n'a pas été formé à la conduite. Je ne parle même pas d'avoir son permis de conduire. Hein. Je dis juste d'avoir été formé à la conduite. On ne donnerait pas une voiture. Tu ne ferais pas ça. Tu ne donnerais pas une voiture à quelqu'un qui ne sait pas conduire. Non, pourtant, Non. À mon avis, il y a des gens qui conduisent et qui n'ont pas été super formés. Bon. Eh ben, en management, on confie des équipes à des gens qui n'ont pas été formés. Bon, bah, autant dans une voiture, ça paraît surréaliste, mais en management, dans plein de grands groupes, ça pose de problème à personne. Jean-Marc, il était super expert. On lui confie une équipe. On lui dit, bon, bah, écoute, voilà, dorénavant, t'es manager. Est-ce que Jean-Marc, il sait identifier les leviers de motivation de quelqu'un, déterminer ce que sont les profils de personnalité, faire la différence entre déléguer et distribuer le travail, ce qui est quand même pas la même chose, être capable de faire du feedback à peu près équilibré. Est-ce qu'il sait faire ça ? Ben, pas du tout. Donc en réalité, on a mis des générations entières de managers, c'est pas complètement leur faute, on a mis des générations entières de managers face à des équipes sans avoir les outils pour pouvoir traiter ce sujet-là. Et quand tu dis on, c'est qui les amis ? Les dirigeants des boîtes, les grandes organisations qui ont nommé des experts ou des gens qui étaient un bon collaborateur en responsabilité d'une équipe sans forcément avoir les compétences pour piloter cette équipe-là. Et c'est des vraies compétences à part. Ok. Bon, tu vois, on va en parler de ce sujet. On va même creuser un peu ce sujet. J'ai dit que tu étais passé chez Deloitte et Elior. Elior d'abord, je crois. Elior Oui. plus Deloitte, hein, de souvenir. Quels enseignements tu tires de tes années passées dans ces deux groupes et qui influencent aujourd'hui justement ton approche du management ? C'est deux choses un peu différentes parce que Elior, j'étais salarié et je m'occupais de faire du recrutement, de la formation, du développement RH. Oui. Donc là, j'avais Plus un profil RH. J'avais une vie de RH interne Ok. dans l'entreprise. Sans équipe. Sur des entités, non, sans équipe, sur des entités de tailles différentes. Mais par contre, avec un réseau de RRH, tu vois, dans les régions. Donc, il fallait animer effectivement ces réseaux-là, nouer des partenariats avec Pôle emploi, la GFIP, etc. Donc là, j'avais une vision plutôt interne. Là, pour le coup, on est quand même, Elior, on est dans le monde de la restauration, on est dans le monde de la cuisine, donc avec finalement une pyramide assez structurée dans les cuisines, avec des répartitions des rôles assez claires et un fonctionnement assez hiérarchique pour le coup. Ce qui était intéressant dans cette expérience-là, c'est qu'il y avait une vie sur les restaurants et une vie dans les équipes de structure. Et pour le coup, ce n'était pas tout à fait les mêmes références. Donc, ce n'est pas l'expérience qui m'a le plus appris en termes de management. Par contre, quand j'ai basculé chez Deloitte, là, j'ai accompagné beaucoup de groupes, notamment des très grands groupes. J'ai bossé pour La Poste, j'ai bossé pour la SNCF, j'ai bossé pour le Crédit Agricole, enfin j'ai bossé pour plein de grands groupes différents, y compris dans le secteur de l'industrie, chez des Arcelor, etc. Donc j'ai bossé dans plein de groupes différents. Et il y avait quand même des vrais points communs. C'est qu'en France, en tout cas en France, c'est pas forcément vrai dans les pays étrangers parce qu'on a pu travailler avec des filiales étrangères. Mais en France, le point commun entre tous ces managers-là, c'est qu'effectivement, ils n'étaient pas très formés et qu'ils n'avaient pas forcément le réflexe de se former tout seuls. C'est peut-être le seul reproche qu'on peut faire aux managers. À la fois, ils ne sont pas responsables de la situation d'être mis face à des équipes sans avoir été formés, mais alors que la matière est très disponible, il n'y a pas forcément de culture en France de l'auto-formation sur le management. Alors que la matière est vraiment disponible. Tu vas à la FNAC ou chez Le Fayère à Rennes, pour les locaux, il y a un rayon management et il fait des kilomètres de long et il y a plein de références. Donc, si tu veux vraiment te faire une boîte à outils, la matière est vraiment disponible. Alors ça, c'est intéressant parce que tu vois, tu parles d'auto-formation. Oui. Tout le monde n'a pas envie de lire des bouquins de management. Ok. En plus, comme tu dis, il y en a beaucoup. Donc, moi, je suis manager, je suis jeune manager. Je vais à la FNAC, je vais voir la rubrique management. Et là, j'ai des centaines de livres, avec tous aussi probablement intéressants les uns que les autres, parce que c'est pas ça le sujet, mais par lequel je commence, etc. Et du coup, toi, quel conseil tu pourrais te donner, de manière très concrète, là, à quelqu'un qui veut s'auto-former en management, qui sait qu'il ne peut pas l'attendre réellement de son entreprise, et donc il faut qu'il se bouge, quoi. Le premier conseil que je lui donnerais, c'est pas bien ce que je vais faire. Hein. C'est d'aller à la FNAC ou pas ? Non, c'est écoute le coup de bigot. Ouais, ok. Non, mais en vrai, le podcast, il a été construit pour ça. C'est, le podcast du coup de bigot, il est lié à des formations managériales que j'animais. Entre chacune des sessions de formation, on en reparlera tout à l'heure, mais je crois vraiment à la mise en pratique et pas à la compréhension de la théorie. C'est vraiment ça pour moi l'enjeu. La théorie, elle existe partout. Moi, je suis un passeur et je ne suis pas un concepteur. J'ai rien inventé en termes de management. Il y a d'autres qui ont inventé avant moi. Donc, je crois vraiment à la mise en pratique. Donc,
quand j'ai conçu mes formations, en gros, je fais des formations, si tu prends les fondamentaux, je les fais sur 3 jours, étalés sur un trimestre, on va dire, une session par mois, et entre chaque session, j'ai chacun des managers au téléphone pour échanger avec lui sur ses cas concrets, ses cas réels, comment est-ce qu'il arrive à mettre les choses en pratique et en place avec son équipe. C'était hyper riche. C'est hyper intéressant. Et il y a plusieurs moments où je me suis dit, c'est quand même dommage que ce cas-là, il ne soit pas mis à disposition de tous les autres, parce que si d'autres managers étaient capables d'écouter ça, ils apprendraient, ils ont exactement le même cas dans leur entreprise, et ce qu'on est en train d'analyser ensemble, ils feraient exactement le même constat, la même analyse, et ils auraient déjà leur feuille de route pour avancer. Bon, j'ai fini par monter le podcast, et l'idée c'est ça, c'est de dire, dans chacun des épisodes, au moins des 2 premières saisons, je reçois un manager, il évoque son problème, on l'analyse ensemble, il repart avec une feuille de route. La probabilité est quand même très forte que n'importe quel manager qui écoute ce podcast-là ou cet épisode-là, il soit confronté à cette situation-là. En gros, il aura déjà au moins des premières briques. C'est une première étape. Et après, s'il devait lire un bouquin, moi, j'adore le bouquin de Denis Moneuse, qui est un bouquin sur les 30 erreurs à commettre pour être un mauvais manager. En gros, c'est un truc autour de ça. Et ça rentre par des cas concrets. Et le gars est assez fort dans sa manière de décrire les choses. Il part des erreurs. C'est quoi les erreurs que tu peux commettre ? Il regarde les impacts, il essaye de comprendre pourquoi et il donne une feuille de route. Il part pas de la théorie, mais il part de la réalité concrète du terrain. Donc ça, c'est un bon premier bouquin. Et si je devais donner une autre référence, si quelqu'un est prêt à y passer un peu plus de temps, je dirais de lire la série de François Dupuy, D-U-P-U-Y, un sociologue qui est décédé il y a quelques mois et qui a écrit une série qui s'appelle Lost in Management, donc perdu dans le management. Et sa série est vraiment très intéressante. Le premier est un peu ardu, le deuxième est vraiment très intéressant. Le sous-titre, c'est la faillite de la pensée managériale. Et en gros, il reprend un certain nombre de fondamentaux sur le management pour comprendre pourquoi certaines équipes dysfonctionnent. En général, pas que parce que les collaborateurs posent des problèmes ou des problèmes de performance, mais en quoi l'organisation amène les gens à avoir les comportements qu'ils ont. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est une vraie approche sociologique que j'aime beaucoup. Ok. On va revenir sur le management et l'objectif de cet épisode, c'est que tu nous parles de ta vision à toi, Yannick, des tendances management que tu vois pour 2025. Avant, j'ai encore 2-3 questions. Pourquoi est-ce que tu as décidé de créer L48 Conseil en 2018 et pourquoi ce nom ? Alors c'est intéressant parce qu'il y a la moitié des gens avec qui je discute qui me disent... Tu aurais pu l'appeler Bigot Conseil ? Non, j'avais pas envie. Je voulais que ce soit un nom qui soit déconnecté de moi et qui parle d'autre chose. Je voulais pas courir après des noms de type Manageris, etc. D'abord parce que la plupart d'entre eux étaient sont déjà pris. Exactement, donc c'était un peu compliqué. En vrai, ça a été ma première idée, mais tout ce qui me paraissait intéressant était pris. Tout ce qui liait la notion de management et la notion de mise en action. Il y a des gens super qui font par exemple le gymnase du management que je trouve effectivement vraiment super. Je trouvais le nom génial et ce qu'ils y font est top. Donc globalement, je pouvais pas reprendre ce truc-là. Non, j'ai pris L48 alors pour une raison très simple. C'est le nom qu'on avait donné à un projet chez un client parce qu'il y avait une espèce de trajectoire sur la latitude 48. Donc le 48e parallèle. Et en fait, c'est ma trajectoire de travail. Moi, globalement, je suis un Finistérien, donc je viens du bout du Finistère et le 48e parallèle, il traverse la baie d'Audierne, il remonte par Rennes et il va jusqu'à Paris. Alors évidemment, à l'ouest et à l'est, il va beaucoup plus loin que ça, mais c'est ça qui m'intéresse. C'était ma trajectoire de vie et de travail était celle-là. Et dans le mot latitude, ce que j'aimais beaucoup, c'est moi, mon job, c'est de redonner des marges de manœuvre aux managers. En tout cas, c'est la mission que je me donne et c'est ça que j'essaye de faire. Donc j'essaye de leur redonner de la latitude. Et donc, je trouvais que, franchement, ça marchait trop bien. Ok, je comprends mieux. Donc, j'avais pas l'histoire. Mauvais nom parce qu'on est obligé de l'expliquer, mais bon nom si on se dit, ça crée de l'interrogation et du coup, ça permet justement de discuter. Ok. Tu nous as parlé rapidement de ton podcast, Le Coup de Bigot. Et est-ce que tu peux nous parler de ce podcast d'ailleurs, au-delà de tout ce que tu nous as déjà dit? Qu'est-ce qui t'a motivé à lancer un podcast? C'est un sujet qui intéresse de plus en plus de gens parce que j'entends de plus en plus de gens dire « j'aimerais bien lancer mon podcast, mais je sais pas de quoi parler, j'ai pas d'idée. » Et puis il y a beaucoup de podcasts qui meurent au bout de 5-6 épisodes parce que ça nécessite quand même un peu de temps long et un peu de temps pour s'en occuper. Oui. Toi, pourquoi tu l'as fait? C'est pour trouver des clients? Il y a 2 raisons. Une raison économique et une raison altruiste. Égoïste et altruiste. Souvent, il y a quand même cette balance-là qu'il faut faire je crois beaucoup à cette balance-là de dire pour maintenir de la motivation dans le temps, si c'est juste uniquement pour les autres, ça tient pas bien, et si c'est uniquement pour toi, ça tient pas bien non plus. Donc, j'essaye de trouver cette espèce de balance. Je trouvais qu'il fallait mettre à disposition des managers une espèce de bibliothèque de cas de situations managériales pour les aider à progresser.
Et j'ai bien aimé, j'ai écouté il y a quelque temps des épisodes que tu avais avec la directrice du Lab RH, Séverine. Et en gros, elle écrit des bouquins. Et moi, en fait, en vrai, je sais pas écrire. Je suis très mauvais. Donc, en gros, je me suis dit, le fait d'écrire un bouquin, à la fois, je trouvais que c'était un média qui était trop figé. Le bouquin, une fois que tu l'as écrit, tu peux pas l'actualiser, alors que je trouve que le monde du management, des ressources humaines bouge énormément. Donc, la capacité à actualiser, ça m'allait pas trop dans le bouquin. Et puis, honnêtement, j'écris avec les pieds, donc c'est pas très efficace. Et là, je me suis dit, finalement, c'est quoi le média? Et dans plusieurs discussions avec les uns ou les autres, quand je racontais cette histoire d'entretien avec des managers entre mes sessions de formation, plusieurs personnes m'ont dit, mais en fait, c'est exactement le bon format pour toi, c'est un podcast. Donc, je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire. Je me suis lancé dans le truc et effectivement, c'est beaucoup de boulot. Donc ça, c'est la dimension un peu altruiste. Tu mets à disposition une bibliothèque de cas et c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu es manager, tu vas sur la page du Coup de Bigot sur YouTube ou sur Apple Podcast, tu vas regarder les épisodes. Il y en a forcément un ou deux qui vont t'intéresser, qui correspondent à la situation que tu connais. Le côté égoïste, le côté un peu business, c'était de se dire, c'est un très bon outil pour pouvoir se donner de la visibilité sur le marché, renforcer ma crédibilité. Et mon pari, c'était que une partie des gens qui vont écouter les épisodes vont se dire « Ah, c'est intéressant, mais c'est un peu court. J'aimerais bien suivre une formation ou me faire accompagner par cette personne-là. » Et donc, mon pari, c'était que ça allait générer du business. Alors ? Pas du tout. Rien. Okay. Non, mais ça génère quelques contacts aujourd'hui. Tout le monde me dit c'est un exercice de temps long. En gros, aujourd'hui, le podcast, il est surtout utilisé par des managers qui se forment au travers de cet outil-là. Et c'est super, c'est très bien. Est-ce que ça génère du business? Non, pas vraiment aujourd'hui. Okay. Ou en tout cas, pas de manière traçable. En gros, il n'y a pas de gens qui, à la fin de l'épisode, cliquent sur un lien pour dire « Contactez Yannick Bigot ». Pour le coup, ce truc-là n'a pas encore fonctionné. Okay. Donc, si vous écoutez le podcast, n'hésitez pas. Allez regarder un épisode du Coup de Bigot et contactez-moi. Je fais de la formation et je fais du conseil en management. Ok. Ouais, t'as fait ta pub, maintenant on va passer à autre chose. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des sujets ou des invités qui t'ont marqué dans ton podcast? Je dirais pas. C'est pas le meilleur épisode, parce que c'est difficile à définir, mais est-ce qu'il y a des gens, tu te dis, ouais, j'en ai gardé un souvenir de ouf, parce que c'est vraiment, j'ai appris des choses, j'ai fait apprendre des choses aussi à mes auditeurs, auditrices. Et, non, l'épisode qui m'a le plus marqué, c'est l'épisode table ronde. Pour le coup, dans un épisode table ronde où on traite une situation avec plusieurs experts, c'était un gros exercice d'humilité pour moi, parce que d'habitude, l'expert autour de la table, c'est moi. Donc là, je partageais une partie du savoir avec d'autres gens, et en fait, c'était vraiment très intéressant, et je pense que c'est l'épisode que j'ai trouvé les plus agréables, et je pense qu'ils ont le plus d'impact pour aider un manager à régler un truc. Donc franchement, c'est l'épisode qui m'a le plus marqué. Évidemment, l'épisode dans lequel t'es passé naturellement, et l'épisode qui m'a évidemment le plus... non, il était vraiment très intéressant. L'épisode dans lequel j'ai été le plus perdu, c'est un épisode sur l'intelligence artificielle qui a été le plus dur, avec Julien Maldonado, qui est un expert du sujet chez Deloitte, qui est vraiment quelqu'un de brillantissime, et il a fallu être vraiment très concentré. Mais en gros, tous les épisodes avec les managers en face à face ont été des épisodes vraiment marquants pour une raison, c'est qu'il y a une espèce d'humilité chez les managers à mettre leurs difficultés sur la table. Je ne pensais pas au début que les gens viendraient aussi facilement, et ils sont venus assez facilement quand même, parce qu'ils mettent sur la table une difficulté managériale sur la place publique. Ils le font de manière très ouverte, avec beaucoup d'humilité, et je crois que c'est vraiment ça le truc qui me marque le plus. C'est l'humilité des managers et leur capacité à remettre en question leurs pratiques et à se mettre en mouvement pour acquérir des nouvelles compétences et bouger. Tu vois. Ça, c'est vraiment le truc qui me marque le plus. Ok, merci. Bon, écoutez, en tout cas, moi, j'encourage vraiment sincèrement les auditeurs et auditrices à écouter le podcast de Yannick, parce qu'il y a beaucoup de fond, et puis avec le ton Yannick, donc c'est top. Si on va sur le cœur du sujet de ce podcast, que sont les tendances management 2025, tu as réfléchi de ton côté, du coup j'y réfléchis aussi de mon côté, mais je vais te poser une question, alors là pour le coup très très large, pour commencer, puis après on va affiner en fonction de nos échanges. Quelles sont pour toi les tendances, les grandes tendances que tu vois émerger dans le management, pas forcément dans les RH, mais vraiment dans le management en 2025? Bon, il y a quand même un premier constat, c'est que le niveau de maîtrise progresse trop lentement. Le niveau de maîtrise des compétences managériales progresse trop lentement, mais ça commence à devenir un vrai sujet. C'est-à-dire là où hier, il fallait convaincre du fait que les managers étaient sous-formés et qu'il fallait les accompagner. Aujourd'hui, c'est quand même moins difficile. Tout le monde a quand même compris que c'était pas un métier à part entière, que
c'était des vraies compétences et qu'il fallait les développer. Il y a quand même de moins en moins de gens qui considèrent que c'est une espèce d'intuition, une espèce de fulgurance, qu'il y a des gens qui sont faits pour ça et d'autres qui ne le sont pas. La notion de je m'entraîne, je progresse est quand même quelque chose qui se développe de plus en plus. Donc ça, c'est un truc qui est un peu rassurant, qui est en cours depuis quelques années et qui commence à avancer. Moi, la vraie tendance que je vois, c'est que les managers sont en train je ne devrais pas le dire dans un podcast ressources humaines, mais les managers sont en train de prendre le pouvoir sur les ressources humaines. Ah, intéressant. Ça, c'est un truc qui est en train de bouger. Pendant des années, globalement, le manager, il avait peu de légitimité. Il y a beaucoup de choses qui se décidaient dans les ressources humaines. Et en tout cas, dans le monde des PME, là, je vois quand même beaucoup de managers qui prennent leur destin en main, d'équipes dirigeantes qui prennent leur destin en main. Et la place, finalement, du RH devient une place, entre guillemets, d'expertise très pointue. Et moi, mon pari, c'est que ce métier va disparaître. Non, mais il est fou, lui. Tu me demandes mes convictions. Ok. Je te les donne. Ok. Mais en gros... je note ça, puis on va revenir là-dessus. Ouais. Donc, en gros, ça, c'est une des tendances. Les managers sont en train de prendre leur destin en main et commencent à passer vraiment du temps à essayer de développer cette compétence-là et à essayer d'être au rendez-vous sur ces sujets-là. Donc ça, c'est une vraie tendance. Ok. Alors, si tu me dis les managers prennent le pouvoir sur les RH, voire les RH vont disparaître. Ouais. Tu peux m'en dire plus? Pourquoi les RH disparaîtraient? Alors, c'est une conviction que j'ai depuis un moment. Parce que les RH, c'est pas que du management. Non, c'est pas que l'accompagnement des managers. Ça fait partie, ça oui. peut faire partie de leur job. Puis en plus, d'une entreprise à l'autre, je dirais la fiche de poste d'un RH peut être très variable. Oui. En gros, cette conviction, elle vient d'un exercice, je dirais c'était il y a une dizaine d'années. On travaillait à pitcher, à l'époque, je bossais chez Deloitte, et on devait pitcher sur c'est quoi les scénarios du futur pour les ressources humaines. Tu sais, on sort souvent une espèce de livre blanc ou de plaquette sur c'est quoi les grands scénarios, c'est quoi les grandes tendances, on fait tourner des données, on fait venir des experts, etc. Et on a brainstormé un peu et on s'est dit c'est quoi les différentes tendances, ou en tout cas c'est quoi les différents scénarios qu'il pourrait y avoir pour demain. Et moi, mon truc, ça a été de dire et si les RH disparaissaient? Sachant qu'on parlait à une clientèle de DRH quand même, c'était un peu provocateur. Et donc, moi, j'ai plutôt choisi de réfléchir, de travailler et de pitcher sur ce scénario-là. Et en fait, plus j'y travaillais, plus je me disais, mais en réalité, c'est ça qui va se passer. La probabilité que ce soit ça qui se passe était de plus en plus importante. Donc, d'abord, il y avait une espèce de frustration de dire, pendant des années, les RH ont quand même beaucoup pris le pouvoir sur toutes les politiques ressources humaines, alors que les managers n'étaient pas toujours suffisamment présents. Tu vois, typiquement, est-ce que je peux faire une augmente, pas une augmente? Souvent, ça repassait par le service RH et le manager n'avait pas toujours exactement son mot à dire. Oui, le service RH disait oui, non, et toi, le manager, tu transmettais la bonne ou la mauvaise nouvelle. Tu appliquais. Alors que ma conviction profonde, c'est de dire, c'est pas ça le job d'un service ressources humaines. Il peut éclairer un choix, comme un expert extérieur, de dire, attention, si tu fais ça, scénario A, scénario B, qu'est-ce qui peut se passer? Tu vas créer du déséquilibre entre les différentes équipes. Voilà ce que sont les benchmarks extérieurs. Mais la décision, pour moi, elle revient au manager qui va manager cette équipe-là au quotidien. Et ça, pendant longtemps, et c'est ce que j'ai observé dans les grands groupes, les managers, ils étaient un peu dépossédés d'une partie de ces leviers-là. Donc, soit c'était leur propre chef qui avait des leviers, soit c'était les équipes RH. Il n'en restait pas forcément beaucoup. C'est pas des victimes, ils étaient forcément complices, entre guillemets, de ce truc-là, et ils étaient un des acteurs de ce dispositif-là, mais je vois le truc un peu s'éloigner, où effectivement, il y a de plus en plus de RH qui rentrent dans ce rôle, entre guillemets, d'expertise, de donner une vision extérieure, et le manager qui reprend un peu le pouvoir sur le pilotage de ses équipes et qui reprend effectivement les décisions. Avec de plus en plus de managers qui finalement arrivent à l'intérieur d'une même équipe à se mettre autour de la table pour se dire, finalement, on est en train d'avoir des pratiques qui sont un peu hétérogènes d'un bout à l'autre de l'entreprise, comment est-ce qu'on s'harmonise? Alors que si tu reviens 10 ans en arrière, c'est les RH qui faisaient le travail d'harmoniser les pratiques managériales en réalité. Et donc, ma conviction, qui reste là, qui à mon avis est une conviction très long terme, c'est de dire, il y a deux dimensions finalement. Une partie d'animation dans le métier RH, une partie d'animation finalement des collectifs managériaux que les managers vont reprendre entre guillemets à leur compte. Donc pour le coup, le truc va continuer à avancer en partie sans les ressources humaines. C'est une conviction, je ne dis pas que j'ai raison. Et de l'autre côté, toute une partie finalement du légal, toute une partie des questions que les managers se posent, est-ce que j'ai le droit de faire ci, est-ce que j'ai le droit de faire ça, finalement, toute une partie de l'intelligence artificielle qui est disponible te donne des réponses qui sont au moins aussi fiables que celles que les experts peuvent te donner aujourd'hui. Donc le côté expertise va devenir hyper pointu et probablement qu'en volume, il y a une partie des gens en RH qui ne seront pas là. Ok. Conviction. Scénarisation, futur. Ok. Tiens, à propos de futur, là, tu parlais d'IA. Comment est-ce que l'IA influence-t-elle déjà quelque part le management aujourd'hui dans les entreprises?
C'est incroyable en fait. Et quel changement toi tu anticipes du coup pour 2025, 2026 et suivant? Le premier truc qu'on voit déjà, si on prend juste le petit bout de la lorgnette, qui serait l'intelligence artificielle de type ChatGPT ou la tienne. IA générative, quoi. Voilà, exactement. Déjà, rien que ça, moi je travaille par exemple, je vais vous prendre un exemple concret. Je travaille avec des cabinets d'expertise comptable. J'ai pas mal de clients qui sont dans ces métiers-là. C'est un métier de production de chiffres. Et ben, pour le coup, très peu d'entre eux ont intégré l'intelligence artificielle dans leur pratique au quotidien. Or, en réalité, c'est quand même un métier où tu vends du temps. C'est-à-dire, tu produis un bilan comptable, tu fais des rapprochements, tu fais des déclarations de TVA. Demain, il y aura de la facture électronique, il y aura des éléments de TVA qui seront renvoyés directement. Donc, globalement, il y aura de moins en moins d'interactions humaines dans les flux. Et l'intelligence artificielle, elle te permet déjà, en réalité, de faire une espèce de comparaison entre ce qu'il y a dans la compta et ce qu'il y a dans la banque. À la limite, tu as besoin de personne. Et j'entends, moi, des managers qui, aujourd'hui, déjà, à l'époque d'Excel, disaient, j'ai des collaborateurs qui mettent 8 heures à pointer le truc en papier, quand j'en ai d'autres qui mettent 2 heures parce qu'ils utilisent Excel. Demain, avec l'intelligence artificielle, ce truc-là sera fait en 5 minutes. Comment est-ce que tu vas piloter la performance de tes équipes et de chacun de tes collaborateurs en acceptant des écarts comme cela? À quel moment tu vas intégrer la machine dans ton process de production et à quel moment tu l'exclus parce que ça doit rester une tâche absolument humaine? Là, la transformation, elle est abyssale en fait. Pour les managers, c'est des questions pour lesquelles ils n'ont pas beaucoup de réponses aujourd'hui et c'est des défis extrêmement compliqués pour eux à traiter aujourd'hui. Ouais, surtout que sur la partie IA, c'est quand même récent, que l'adoption, elle se fait pas à pas. Non? Tu trouves que ça va vite? Je tique en non-verbal, les gens l'ont pas. Je trouve qu'il y a une espèce d'accélération assez récente. Ouais. Une accélération assez récente sur le fait qu'il y en a effectivement partout. Et tu vois, hier, j'animais une formation. Je pose une question au groupe. Donc, j'animais une formation en distanciel avec, sur justement le management transversal. Donc, pas le management hiérarchique, mais le management transversal. Et à un moment, je leur pose une question. Exercice, vous devez réfléchir à telle question. La réponse était tellement structurée, était tellement étayée que je leur ai dit, ça, en 15 minutes, là, c'est impossible que vous ayez créé ce truc-là tout seul. Ça, forcément, vous avez été chercher une intelligence artificielle. Donc, il y en a dans le groupe qui sont allés dire « Attends, mais j'ai un truc de fact-checking qui va vérifier si c'est généré par une IA ou pas. » De l'autre côté, tu as d'autres gens qui allaient regarder « Mais si je pose la même question dans telle IA, qu'est-ce que ça donne ?» Le truc était là, en fait. L'IA, elle était au cœur de la formation de la journée d'hier, alors qu'en gros, elle n'avait rien à y faire. Mais pour le coup, elle était déjà là. Donc, ça devient une espèce de... Ça commence à devenir une espèce de réflexe dans pas mal de pratiques, quand même. Tu la vois venir aujourd'hui, c'est rentré dans le quotidien d'une partie des gens. Alors du coup, est-ce que je peux m'auto-former au management avec l'IA générative? Parce que je peux écouter le podcast Coup de Bigot, mais je peux aussi demander à ChatGPT, Perplexity ou d'autres d'expliquer ma situation en tant que manager et lui demander un peu des conseils. Et quel serait le plan d'action que lui proposerait? Exactement. Alors, typiquement, est-ce que c'est pas dangereux quand même? C'est probablement dangereux, mais je préférerais toujours quelqu'un qui a ce réflexe-là à quelqu'un qui fait rien. Donc, en gros, si un manager me dit « Est-ce que je peux me former avec l'intelligence artificielle ?» Je dis « Bah écoute, teste, tu vois, teste, essaye. » Ce qui compte dans la transformation managériale de chaque individu, c'est « mets-toi en mouvement ». C'est le pas, entre guillemets, qui va compter, c'est le mouvement qui va compter. Évidemment, dès que les gens commencent à tester des trucs, ils commettent des erreurs, c'est évident. Moi, j'ai l'habitude de dire, c'est comme pratiquer un instrument de musique, apprendre une langue étrangère ou faire du sport. Au début, tu n'y arrives pas du tout. C'est très compliqué. Quand tu fais tes gammes en musique, franchement, c'est agréable ni pour toi ni pour les autres. En management, c'est pareil. Quand tu fais tes gammes en faire un entretien de recadrage, au début, quand tu déroules la méthode avec la communication non violente, franchement, c'est un peu pénible. Et même pour le collaborateur qui est en face, attends, je déroule d'abord les faits. Ensuite, attends, je vais t'exprimer mon ressenti. Non, attends, maintenant, je vais te parler de mon besoin. Pour le coup, ça peut être un peu, tu vois, contre-productif au départ. Mais c'est comme ça que tu fixes la notion et au fur et à mesure, c'est quelque chose qui devient très fluide. Bon, globalement, s'ils se mettent en mouvement avec de l'intelligence artificielle, pour le coup, pourquoi pas? Il y a bien des gens qui se font des programmes pour faire un marathon et ils demandent à l'intelligence artificielle de leur dire fais-moi un programme pour effectivement réussir à m'entraîner. Tu vois, je ferai le test en rentrant ce soir à la maison en disant mais si finalement je demandais à une intelligence artificielle de me faire un programme, je suis persuadé qu'elle sortirait quelque chose qui est intéressant. J'ai même testé un truc quand on était dans une boîte de com en disant c'est quoi, en demandant à une intelligence artificielle, c'est quoi les 10 compétences clés du manager demain dans une agence de communication. Alors attention, j'ai été un peu plus précis que ça, parce que leur enjeu, c'était de trouver l'équilibre entre
productivité et créativité. En gros, quand tu es avec des équipes de créatifs, ils se vivent tous comme étant le futur Spielberg, mais on leur demande, tu vois, de faire des vidéos sur des voitures ou des tranches de jambon. Et toi, tu as quand même besoin d'avoir une vraie profitabilité. Et ben, quand j'ai donné cette phrase-là, pour le coup, c'était ChatGPT, il m'a sorti 10 compétences. Ben, dans les 10, il y en a 2 auxquelles je n'avais même pas pensé. Ok. Et franchement, il y en a aucune sur laquelle je disais, non, franchement, c'est nul. Donc pour toi, t'encouragerais les entreprises à accompagner les managers à bien utiliser ChatGPT? Ah oui, c'est certain. En tout cas, ChatGPT ou n'importe quelle autre forme d'intelligence artificielle, et en tout cas de commencer par se poser la question de dire en quoi on en a besoin, sur quoi on considère que c'est acceptable et qu'il y a des marges de manœuvre, sur quoi ça devient obligatoire et sur quoi c'est exclu. En tout cas, de commencer par cette question-là, déjà avec les managers. Et là, ça crée déjà un dialogue sur c'est quoi la performance qu'on attend et c'est quoi la combinaison homme-machine en réalité. Où est la vraie valeur qu'on produit? Ok. Dans les tendances, moi j'ai un sujet qui me taraude là depuis plusieurs semaines. Est-ce que le modèle hybride présentiel, distanciel va s'imposer durablement? On voit des entreprises vouloir revenir un peu sur le sujet, Ubisoft, récemment Renault aussi qui veut réduire le nombre de jours de home office. Est-ce que tu penses que ça va s'imposer durablement? Et si oui, mais quel impact sur les managers? C'est un non-sujet. Bah ouais, mais pourtant il y a quand même des boîtes qui reviennent dessus. Donc ce qui veut dire, je pense qu'ils se trompent de question. En fait, pour il faut un plan social déguisé. Ah, je suis même pas sûr. Non, moi j'ai beaucoup accompagné des groupes au moment de la sortie du Covid, là, où ça discutait pas mal de qu'est-ce que tu vas faire de tes espaces. Ce qui n'est pas une question très intéressante, mais voilà, c'est un des leviers de dire qu'est-ce que je vais faire de mes espaces et comment est-ce que je les transforme. Et une partie des dirigeants se disait, bon, vu ce qu'on a cramé pendant le Covid, on a besoin de récupérer des mètres carrés pour récupérer de la trésor et récupérer de l'économie et du résultat. Donc, ok. Question qui ne m'intéresse pas beaucoup. La vraie question qui m'intéresse, c'est de se dire, dans chaque équipe, avec chaque manager, c'est quoi les activités pour lesquelles tu as intérêt à être plutôt extrêmement concentré et plutôt isolé du reste de l'équipe? Et c'est quoi les activités sur lesquelles tu as plutôt intérêt à être au contact de l'équipe pour échanger et être colocalisé? Pour moi, la vraie question, elle part de là. Et après, le reste découle en réalité. Si on est dans une équipe qui dit, en réalité, pour être performant, on a besoin d'être 5 jours sur 5 au bureau, bah, globalement, si c'est l'équipe qui a dit voilà ce qu'on a à faire, voilà notre niveau de performance, voilà ce dont on a besoin, et la conclusion c'est 5 jours sur 5 au bureau, bah, c'est l'organisation qu'il leur faut. S'ils disent finalement c'est 1 jour sur 5 au bureau, bah, écoute, c'est l'organisation qu'il leur faut. C'est le manager et son équipe qui vont suivre le truc. La précaution, c'est réversibilité. Pour moi, le sujet, c'est comment est-ce qu'on définit notre organisation de travail à l'échelle de l'équipe en fonction de ce dont on a besoin et comment est-ce qu'on organise de la réversibilité si la performance qu'on doit délivrer n'est pas là. Moi, j'invite tout le monde à aller regarder une petite vidéo d'Olivier Sibony. Et Olivier Sibony, c'est un expert sur la prise de décision, le raisonnement, etc. On pourrait le qualifier comme ça. Sibony. Et il avait fait une vidéo dans laquelle il vulgarisait des travaux d'un chercheur américain qui était Nicholas Bloom autour de téléfragile, télérobuste. Téléfragiles, les tâches qui sont fragiles si jamais tu télétravailles et les tâches qui sont télérobustes. Et en gros, son message, c'était un peu de dire toutes les tâches de production, finalement, tu es aussi bien quand tu es ailleurs parce que tu es tout seul dans ta bulle et tu as besoin de concentration. Téléfragile, c'est toutes les tâches, notamment d'innovation, de création collective. Et là, pour le coup, si tu es à distance, tu vas moins bien fonctionner. Les résultats donnent un peu ça. Une partie des dirigeants, en sortie de Covid, ils ont regardé beaucoup. En fait, les mecs peuvent être très loin et je peux récupérer des mètres carrés parce qu'en vrai, on n'était que sur des tâches de production. Ils n'avaient pas encore regardé la dimension innovation et construction de demain. Mais on y est au demain, justement, de la sortie du Covid. Et probablement que la proportion de télétravail, à certains endroits, a limité la capacité des gens à travailler ensemble et donc à construire les modes de fonctionnement, les produits, les innovations de demain. Pour ça, on a besoin d'être ensemble. Ok, intéressant. Du coup, sur ce sujet qui n'est pas nouveau, mais qui effectivement a été exacerbé par la situation sanitaire en 2020, est-ce que tu sens que les managers sont aujourd'hui, en 2024, fin début 2025, bien accompagnés sur ce management un peu hybride, avec des gens présents, des gens moins présents, etc. Ou est-ce que tu sens que c'est encore difficile
pour beaucoup d'organisations d'animer une équipe qui travaille en mode hybride? Non, je pense que c'est toujours très compliqué. Alors, de toute manière, toute personne qui a animé une réunion hybride avec des gens dans la salle et des gens à distance sait que ce mode-là n'est pas un bon mode. Donc, c'est globalement tout le monde à distance ou tout le monde en présence, mais sinon, globalement, ça marche pas très bien. En tout cas, c'est compliqué. Compliqué à animer, compliqué pour les uns, pour les autres, etc. Donc, toute personne qui a vécu cette expérience-là sait qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition qui fait que ça marche pas. Non, je pense que le vrai sujet, c'est une des compétences que les managers vont devoir développer. Elle est double, entre guillemets. C'est une première capacité à scénariser le futur, à avoir une vision stratégique. Quand tu reviens 30 ans en arrière, ceux qui pensaient la stratégie et qui scénarisaient le futur, c'était les très grands dirigeants, c'était le patron d'une boîte. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. C'était vrai déjà avant le Covid, mais c'est encore plus vrai maintenant. Le manager intermédiaire, on va lui poser la question. Je reprends mon exemple de cabinet d'expertise comptable. À un moment, le comptable, il va demander à son responsable de mission, mais avec la facture électronique, là, demain, mon job, il continue à exister ou pas? Donc, la capacité à se positionner sur des sujets d'évolution du monde, d'évolution de l'écosystème et de stratégie de la boîte, il redescend quasiment jusqu'au manager de premier niveau, en réalité. Et ils n'étaient pas du tout habitués à ça. Et on n'attendait pas forcément ça d'eux. Là, pour le coup, aujourd'hui, la capacité à comprendre la stratégie, comprendre le monde, le décoder, le passer à leurs collaborateurs, c'est clairement une compétence que tout le monde va devoir développer, tout le monde va devoir avoir un avis là-dessus. On ne va plus pouvoir dire « Ah, pour ce sujet, remonte à moins N+3 en fait ». Alors c'est intéressant parce que les collaborateurs, ils attendent les candidats, et puis les collaborateurs, si on zoome sur eux, ils attendent de plus en plus de personnalisation dans leurs relations. Oui. C'est une vraie tendance de fond. Est-ce que tu penses que la montée en puissance de la personnalisation, elle touche aussi le management ? Est-ce qu'on doit de plus en plus personnaliser son management ou est-ce qu'on raisonne Faut faire très en attention. collectif? Il faut faire très attention. Le manager doit avoir assez vite les idées claires de ce sur quoi il doit faire de la différenciation et sur quoi doit y avoir de l'homogénéité. Il doit avoir les idées. Et ça, c'est très relatif à chacune des organisations. Quand tu définis dans une organisation c'est quoi les bons comportements à adopter et c'est quoi les mauvais comportements à adopter, en vrai, c'est très différent d'une organisation à l'autre. Typiquement, tu as des organisations dans lesquelles la compétition est quelque chose qui est valorisé et d'autres organisations dans lesquelles la compétition est complètement bannie. Donc, pour le coup, là, la logique de c'est quoi un bon comportement, c'est quoi un mauvais comportement, il est très relatif à chaque organisation. Oui. Donc, en gros, là, tu dois avoir un manager qui a les idées claires sur qu'est-ce que je veux piloter comme performance et du coup, comment est-ce que je vais mettre de l'homogénéité dans les pratiques que j'attends de mes collaborateurs et où est-ce que j'attends qu'il y ait une forme de diversité et de personnalisation. C'est difficile de répondre à cette question autrement qu'en fonction du job d'une équipe. Est-ce que je veux que tous mes collaborateurs, finalement, ils accueillent un client de la même manière et du coup, je demande est-ce que tout le monde déroule pareil ou est-ce que finalement, il doit y avoir une logique de personnalisation. Et pourtant, beaucoup de boîtes payent des formations pour que tout le monde sache s'ils sont... Alors, je vais très schématiser les choses, de jaune, bleu, rouge, vert, etc. Ouais. Voilà. Et puis, on te dit quand tu es manager, toi, tu es telle couleur, mais il faut que tu t'adaptes à tes collaborateurs qui eux-mêmes ont chacun Moi, je ne dis pas ça. Voilà, comment toi, tu réagis par rapport à ça? J'adore les couleurs. Ouais. J'ai pris cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Non, mais c'est un très bon exemple parce qu'en l'occurrence, tu vas choisir le test de personnalité que tu utilises qui va t'éclairer sur comment tu fonctionnes toi et comment fonctionne l'autre. Si tu vas dans des MBTI, des PAPI, des SOSI, tous ces tests-là sont des tests qui ont tellement de dimensions que c'est très difficile de travailler avec dans la coopération. Moi, j'adore l'exemple des 4 couleurs parce qu'en réalité, c'est très facile de coopérer avec les gens sur ce truc-là. Mais toi, tu es plutôt quoi? Moi, je suis plutôt quoi? À quoi on doit être vigilant? Donc là, évidemment... On pourrait dire au manager, tu dois t'adapter au collaborateur qui est en face de toi. C'est souvent le discours qu'on entend, en fait. Moi, je dis pas ça. Je dis, vous devez, et s'il y avait de la vidéo, je rapproche mes doigts de mes deux mains, c'est de dire, en gros, c'est un chemin. Et globalement, la relation managériale, c'est une relation, certains disent, qui est bijective. Elle va dans les deux sens. C'est autant au collaborateur de s'adapter à son manager qu'au manager de s'adapter au collaborateur. C'est un chemin que les deux doivent faire. La responsabilité, pour moi, de la relation managériale, elle incombe autant au manager qu'au collaborateur. Le collaborateur, c'est pas un enfant, c'est pas une victime. Globalement, il est responsable de la relation qu'il installe avec son manager. Quelle que soit l'organisation, les niveaux hiérarchiques. Exactement. Ouais. Et il y a des gens qui disent il faut manager son manager. Oui. Oui, il faut en tout cas se dire qu'on est dans une coopération à deux, dans laquelle on attend des choses différentes qui vont réussir à s'aligner l'un avec l'autre pour avoir le mode de fonctionnement qui soit le plus efficace et respectueux de chacun. Mais chaque collaborateur, en fait, j'ai des clients qui finissent par me dire « C'était bien ta formation managériale, mais en fait, il y a des trucs hyper intéressants, je voudrais que tu l'expliques à nos équipes. » Je ne suis jamais plus heureux qu'à ce moment-là. Parce qu'en réalité, là, le dirigeant a compris que si tu ne donnes pas les clés pour décoder aux collaborateurs, ça ne peut pas marcher.
Et j'ai eu des commentaires sur le podcast en disant « Ah, je comprends enfin pourquoi mon manager fait ce qu'il est en train de faire. » En fait, éclairez, éduquez vos collaborateurs sur c'est quoi les outils qui sont les vôtres. En fait, pourquoi est-ce qu'on cacherait le truc? Ok. C'est assez intéressant, assez complet. Je me suis noté dans un autre sujet, dans ma préparation. Les critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Est-ce que ces critères ESG vont jouer un rôle différent dans les pratiques managériales futures? Je ne sais pas si spécifiquement ces critères vont jouer un jeu. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les frontières de l'entreprise bougent beaucoup. C'est-à-dire, hier, on était dans une entreprise qui fonctionnait avec... J'ai des collaborateurs en interne sur ma masse salariale qui sont tous en CDI et on était sur une espèce de modèle unique. Aujourd'hui, on commence à avoir des gens qui sont les uns sur un CDI, les autres sur un CDD. Certains sont des prestataires extérieurs. Certains viennent pour une durée très déterminée en réalité. On peut se dire qu'avec une partie des nouvelles générations, comme on est sur une logique d'engagement qui, à mon sens, reste aussi forte, mais en tout cas à court terme, je veux dire, il y a beaucoup d'engagement, mais c'est un engagement pour un sens particulier, un projet particulier, et pour une durée souvent déterminée. Donc, quand j'ai des dirigeants qui me disent « Oui, ils ne sont pas engagés cette génération », je dis en fait, ils sont engagés différemment et sur des termes qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Du coup, il faut éclairer ce truc-là. Donc, en gros, les frontières de l'entreprise bougent. On parlait d'intelligence artificielle. Demain, un manager, il devra manager et des machines et des individus. Probablement que la chaîne, entre guillemets, de valeur, c'est un des trucs que j'ai découvert avec le monde des PME, c'est qu'en fait, les gens sont très capables de coopérer les uns avec les autres pour répondre à certains clients. Donc, en gros, le monde de l'entreprise qu'on connaissait hier, qui était très figé, très modèle unique, est un truc qui est en train de devenir très protéiforme. Le manager, il se retrouve à devoir piloter finalement un écosystème d'une entreprise qui est beaucoup plus étendue que ce qu'elle était hier. C'est intéressant que tu parles des salariés, tu parles de machines. Oui. On pourrait rajouter des freelances. Oui, exactement. Parce que de plus en plus de personnes vont sur ce statut. Exactement. Voilà, après, les gens disent que ça explose. Mais en tout cas, il y a de plus en plus je ne sais pas si on le dirait aussi fortement, mais en tout cas, il y a de plus en plus. Et aujourd'hui, on le voit dans des organisations, même matures, même des grosses structures, où des équipes sont composées de salariés en CDI, historiquement, de ChatGPT, et puis de quelques freelances. Et manager des freelances, c'est pas la même chose que manager des salariés, ou je me trompe? Pour toi, c'est indifférent, en fait. Non, alors, forcément, les modalités ne sont pas les mêmes. Mais en gros, qu'est-ce que tu fais? Tu partages des objectifs avec quelqu'un, tu te tapes dans la main à un moment en te disant effectivement on vise cet objectif-là et en gros tu pilotes cette coopération. Donc si tu prends ce niveau de hauteur-là, c'est la même chose. Oui. Les modalités sont évidemment pas les mêmes. Il y en a un, le freelance, souvent que tu risques de piloter plutôt sur une logique de résultat et purement uniquement de résultat, et un collaborateur dont potentiellement tu vas piloter des horaires de travail. Bon. Honnêtement, je trouve que c'est une vision un peu caricaturale parce que tu as des freelances qui vont dealer en régie et non pas en forfait. Et donc, en l'occurrence, c'est aussi du temps que tu vas piloter. Et tu as des organisations qui sont suffisamment matures pour qu'on ne pilote pas les horaires de travail d'un collaborateur, mais le niveau de performance et de contribution qui est le sien. Donc, en gros, un manager qui est bien équipé, il est capable de piloter les deux en même temps, entre guillemets. Et s'il est un peu malin, justement, il joue avec les uns ou avec les autres. Mais moi, j'ai bossé avec une dirigeante d'une start-up qui ne bossait qu'avec des freelances, elle avait toutes les misères du monde à réussir à les mobiliser, à les impliquer, à les faire bosser. Et on a finalement conçu des espèces de cercles affinitaires en se disant, il y a ceux qui veulent être très contributifs, qui rentrent dans un cercle affinitaire numéro 1, avec beaucoup de droits, mais aussi beaucoup de devoirs, tu vois, de respecter les délais, ne pas rendre un truc en retard, avoir un niveau de qualité qui soit poussé, et avec un engagement de volume en face, et des gens qui, eux, voulaient davantage de liberté et qui étaient dans un cercle affinitaire numéro 2, où en fait, il y avait moins d'engagement de la part de l'entreprise, mais il y avait aussi moins d'engagement de la part du collaborateur. Donc, même quelqu'un qui pilotait uniquement des freelances se retrouve avec cette idée un peu de géométrie variable dans quel est le niveau d'engagement de la personne qui est en face de moi, et du coup, quel est mon niveau d'exigence en face. Il y a des RH qui nous écoutent, enfin j'espère, assez nombreux. Quel conseil tu donnerais à un RH? Plutôt situation, je suis RH en PME, tu vois, pas dans un grand groupe avec une armada d'équipes, mais je suis RH et j'arrive dans une entreprise. Et bien sûr, dans cette entreprise, il y a des managers. Oui. Quel conseil tu lui donnerais à cet RH? Écoute. Et comment j'écouterai les managers? Je les prends un par un, mais est-ce que j'écoute les managers ou est-ce que j'écoute les collabs du coup?
Les deux. Va voir les gens sur le terrain. Comprends la chaîne de valeur de qu'est-ce qui se produit, c'est quoi leur jeu de contraintes à eux, etc. Tu peux pas guider correctement un manager si tu comprends pas. Donc c'est très bien d'avoir une position extérieure parce que par le questionnement, tu vas amener le manager à se poser des questions sur les situations qu'il est en train de rencontrer. Mais tu dois quand même comprendre un peu de comment se produit la valeur, quelles sont les contraintes que les gens rencontrent sur le terrain. Tu peux pas être complètement déconnecté. J'ai des clients chez lesquels le RH est finalement très déconnecté de la réalité, se vit comme étant je travaille pour la holding et en gros je définis du process. Et en fait, quand tu lui demandes mais est-ce que tu sais ce qu'est la réalité du manager dans son agence sur le terrain? Est-ce que tu comprends finalement ce qui s'y passe? Qu'est-ce qu'ils produisent? À quoi ils font face comme difficulté au quotidien? En fait, il ne sait pas. Si tu ne connais pas ce qui se passe sur le terrain, moi quand j'ai commencé à bosser chez Elior, je faisais du recrutement de métiers dans la cuisine. Ça a été mon tout premier job. Les mecs m'ont emmené dans une cuisine, tenir tous les postes pendant 1 mois et demi. Catherine, si tu nous écoutes, merci beaucoup. Mais globalement, elle a considéré, la DRH de l'époque, de dire « je ne pouvais pas faire correctement mon job si je n'avais pas vu comment fonctionnait une cuisine de l'intérieur ». Globalement, j'ai passé 1 mois et demi à faire de la plonge, me brûler les doigts à cuire des magrets, me couper les doigts à couper des oignons, faire face à des clients à qui je distribuais des plats et qui n'étaient pas contents, désagréables, etc. Mais voilà, j'ai vécu cette vie-là. Je n'en étais que meilleur recruteur derrière pour avoir un vrai échange avec les gens. Ok. Donc, va sur le terrain. D'aller sur le terrain, vivre la vie. Fais ton stage ouvrier. Fais ton stage ouvrier pour comprendre comment se produit la valeur à cet endroit-là. Ok. Et quel conseil tu donnerais à un jeune manager aujourd'hui? Un manager qui débute. Tu vois, on est dans un contexte qui est complexe, qui est incertain, qui est économiquement un peu fragile. Là, en 2025, quel conseil tu donnerais à un manager qui débute aujourd'hui? Au-delà d'aller voir les podcasts Le Coup de Bigot. Je peux pas le redire? Non. Ok. Faut que je dise autre chose alors. Ouais. Non, mais le vrai sujet, c'est forme-toi et accepte de prendre le temps de pas y arriver très bien au début, sois indulgent avec toi-même. Parce que forcément, au départ, c'est un processus qui est long. Au départ, effectivement, tu n'y arrives pas très bien. Faut pas renoncer. C'est un vrai entraînement pour le coup. Donc, encore une fois, faut persévérer. Donc, méfie-toi de ta première impression. Au sens, évidemment, la première fois, ça va être difficile. La première fois que tu vas faire un entretien de recadrage, ça va être une catastrophe. Tu vas peut-être être plus stressé que des fois que la personne en face de toi. Probablement. Ouais. Du coup, sois indulgent avec toi-même. Et effectivement, n'aie pas en tête que tu es là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Tu es là effectivement pour les accompagner à mieux résoudre les problèmes et à mieux fonctionner les uns avec les autres. Et donc, pour le coup, enlève-toi un peu de pression, sois un peu indulgent avec toi-même. Et par contre, persévère de manière un peu organisée, un peu rigoureuse. Ok. On entend de temps en temps dire qu'il y a une crise managériale, c'est qu'on a plus de difficultés à trouver des gens qui veulent manager, surtout sur le management intermédiaire. Tu le vis ça, toi, ou pas? Non, moi, ce que j'entends beaucoup, c'est des gens qui arrivent en formation et qui disent, ou qui hésitent à se faire former et qui disent « je ne suis pas fait pour ça ». Je le fais parce qu'on m'a demandé de le faire, mais et en fait, je me sens pas à l'aise, quoi. Et j'en reviens à notre début de conversation. Il y a sûrement des gens qui, effectivement, n'aiment pas ça, sont pas à l'aise, effectivement, dans ce truc-là. Mais majoritairement, les gens qui disent au début « je n'aime pas ça », en fait, n'ont pas les clés de lecture pour le faire. C'est technique de manager. Il y a un truc qui n'est pas que de l'intuition ou de la fulgurance, c'est technique, en fait. Il y a un truc, il y a un vrai apprentissage derrière. Ok. Le temps tourne. On ne le voit pas passer. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Un sujet que tu aurais aimé aborder, peut-être que je l'ai pas pris en considération. Il y a un truc autour de... au-delà de forme-toi sur le nouveau manager que tu viens de citer, c'est aussi vrai pour des gens qui sont déjà managers depuis longtemps. Il y a une logique d'accompagnement et d'évolution en continu. En gros, là où ça marche le mieux, c'est quand les managers se saisissent du sujet, se font des groupes de co-développement finalement autour de leur pratique managériale et qui se disent et qui se font suffisamment confiance les uns les autres pour se dire voilà les difficultés que je rencontre dans mon équipe et comment est-ce que les autres, mes pairs, peuvent m'aider à y voir plus clair, à éclairer ma zone d'ombre, parce que quand tu es pris dans une relation managériale difficile, parce qu'il y en a, des fois il y a des collaborateurs qui veulent partir, il y a des collaborateurs qui sont sous-performants et qu'il faut effectivement recadrer. C'est pas toujours que de la faute de l'organisation, c'est parfois aussi du collaborateur qui dysfonctionne. Donc c'est des situations qui sont difficiles. C'est être manager aujourd'hui, c'est faire face à des situations qui sont difficiles et surtout qui sont pas écrites d'avance. C'est de l'humain derrière. Et qui dit de l'humain dit
Il n'y a pas de réponse mécanique à apporter. Autant l'apprentissage des outils, c'est quelque chose de mécanique, autant la mise en œuvre des outils, il n'y a pas une situation qui se répète exactement. C'est ça qui fait que je continue à faire ce job. J'anime des formations. Je raconte la même chose d'une formation à l'autre. J'aurais pu m'ennuyer parce que les concepts sont exactement les mêmes. En réalité, il n'y a pas une formation dans laquelle je m'ennuie parce que les situations qu'on rencontre sont toutes différentes les unes des autres. La combinaison des outils que tu dois utiliser pour résoudre le problème sont toujours exactement différents. Tiens, d'ailleurs, sur les formations ou les ateliers de codev, tu conseillerais plutôt une formation inter ou intra-entreprise ? J'ai plusieurs managers à former. Est-ce que je regroupe mes managers et toi tu les accompagnes ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais ou est-ce qu'au contraire c'est bien plutôt moi. Plutôt toi. Mais est-ce que c'est bien aussi qu'ils rencontrent des managers de d'autres organisations, etc. Ça dépend de pédagogiquement comment toi tu le vois ça. Ça dépend de ce que tu cherches à faire. Je fais les deux. Ouais. Je pense que les deux sont très utiles. Moi quand j'étais RH, j'étais toujours embêté avec ça. Est-ce que je fais l'un, est-ce que je fais des groupes ou est-ce que je les envoie Alors si tu étais le RH, je te dirais qu'est-ce que tu attends de cette formation-là ? Est-ce que tu attends justement que les gens remettent en question leur pratique, s'interrogent sur le mode de fonctionnement, se rendent compte que ça se passe un peu pareil ailleurs, que les gens ont les mêmes problèmes ailleurs. Si tu veux ça, mets-les dans de l'inter, parce que c'est ça que tu vas obtenir. Si par contre, ce que tu veux, c'est créer un référentiel commun, une cohésion dans cette équipe-là, culture d'entreprise, une etc. solidarité entre eux, une capacité demain à travailler ces sujets-là ensemble, fais de l'intra. D'accord. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise solution, en fait, là. C'est le choix que tu dois faire en fonction de l'objectif que tu vas atteindre. Je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Non, mais je suis binaire comme ça. T'as la ref ou pas ? Non. Mais non, Édouard Baird. Ah ouais, je suis pas très ciné, moi. Ah ouais, non. Astérix et Cléopâtre. Ouais, bah ouais, tu vois. Si, je vois. Scribe, c'est une bonne situation, ça. Je crois pas qu'il y ait de bonnes. Et voilà, oui, mon manque de culture. Non, mais j'ai un prisme. Le dialogue est sur le frigo de mes parents. Ah, d'accord. Tu vois, à chaque fois que j'y retourne, je vois le dialogue sur le frigo. Enfin, le monologue. Est-ce qu'il y a une anecdote que tu pourrais nous raconter, une anecdote pro que tu n'as jamais encore racontée à aucun micro, y compris le tien d'ailleurs? Une anecdote de quel type? Professionnel qui t'est arrivé avec un client, un prospect, un manager, un collaborateur. Est-ce que tu as quelque chose à nous raconter qui t'est arrivé d'un peu d'extraordinaire, un peu surprenant? Alors là, tu m'as séché. C'est vrai? T'as pas d'anecdote en fait? Bah non, mais je sais pas si j'en ai ou si j'en ai plein, mais tu vois, j'ai travaillé avec des gens extraordinaires que je peux pas citer. Mais, non, je te demande pas de citer forcément. Mais tu vois, des gens qui ont fait des trucs dingues et qui me demandaient à moi des conseils et du coup je disais mais je suis qui pour vous donner des conseils à vous? Tu vois, Tu t'es senti l'imposteur? Même pas l'imposteur, tu vois, de dire et ces gens-là m'ont mis très très à l'aise, des gens que j'admire beaucoup et qui ont vraiment fait des choses dingues. Et en me demandant des conseils, je leur dis mais en fait je peux pas vous répondre. En fait, vous êtes tellement plus compétent que moi sur 1000 choses. Vous faites des trucs que je suis incapable de comprendre. Ils me disaient mais Yannick, je sais ce que je sais faire, mais je sais aussi ce que je ne sais pas faire. Et là, c'est votre expertise et vous allez être capable de m'aider sur ce truc-là. J'avoue que c'est des moments assez poignants. Donc, il y a des rencontres avec des clients qui sont vraiment assez extraordinaires. Ce que je préfère comme moment, et les moments qui sont les plus intenses pour moi, c'est les moments où, quand tu expliques quelque chose à un manager, il se dit « Ah merde !» Et il découvre qu'il est dans l'erreur depuis des mois, voire des années, et qu'il dit « Ok, je suis en train de comprendre pourquoi ça a merdé depuis tant de temps. » Et là, c'est un peu satisfaisant. Ça, c'est les moments qui sont des moments vraiment très agréables pour moi et très chouettes. Intéressant. D'ailleurs, ça fait le lien avec Séverine, dont tu as parlé tout à l'heure, que j'avais interviewé sur son livre consacré au droit à l'erreur. Exactement. Et qui est un véritable sujet, le droit à l'erreur. Moi, j'aime pas l'idée de droit à l'erreur. Ah, intéressant. Vas-y. J'aime pas l'idée de droit à l'erreur, mais Séverine, elle le développe très très bien. Ce qui est important, et j'adore la phrase qu'elle cite dans le podcast en disant franchement, si on pouvait éviter de faire des erreurs, on éviterait globalement. En vrai, il n'y a pas de volonté, entre guillemets, de faire des erreurs. Mais ce que j'aime pas dans la logique de droit à l'erreur, c'est qu'il faut distinguer j'ai pris un risque et il se trouve que ça se passe mal, de la non-conformité dans quelque chose. Et tu as une partie des collaborateurs, notamment dans certains grands groupes, qui des fois sortent la carte du droit à l'erreur en mode ah bah oui, mais j'ai droit à l'erreur. Oui, tu as le droit à l'erreur, mais pas à la non-conformité par contre. Et puis quand tu fais 2 fois la même erreur, c'est plus une erreur pour moi. Non, exactement. Ça s'appelle une connerie. Mais bon, bref. Est-ce qu'il y a des personnes que tu recommanderais d'interviewer sur ce podcast, hein?
Alors, je ne sais pas s'il se laisse interviewer, mais il y a quelqu'un que j'admire beaucoup et qui a lui-même un podcast, c'est Cédric Vatine de Outils du Manager. D'accord. Franchement, il a 400 épisodes au compteur. Ah oui, du lourd. 400 épisodes au compteur. Et je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est assez passionnant sur ces sujets-là. Sur les outils. Voilà, sur. Lui, son point d'entrée, c'est effectivement, son podcast est bien nommé, c'est les outils, les techniques managériales. Moi, je prends le pan, entre guillemets, un peu inverse, de dire, je pars de la situation et je vois comment est-ce qu'on peut agréger des outils. Mais en gros, la finalité, entre guillemets, est la même. Et pour le coup, je pense que c'est quelqu'un, effectivement, de vraiment très intéressant. Après, il y a des gens que moi, j'ai déjà reçus et qui sont absolument passionnants. Je pense des gens comme Stéphane Hugon, qui est un sociologue d'Eranos, ou Olivier Lagré, qui est un consultant en management, qui était mon mentor. C'est vraiment des gens qui ont des trucs assez passionnants à raconter. Ok. Un grand merci. Au-delà du tien et du mien, parce que si tu vas me dire ça, quels autres podcasts tu écoutes? Alors, tu viens d'en citer un d'ailleurs, oui. qui est intéressant, que je ne connaissais pas, donc je vais creuser. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres podcasts que tu écoutes, qui ne sont pas forcément RH d'ailleurs, au management hein. Alors, j'écoute pas mal des podcasts. D'abord, la plupart des podcasts que j'écoute ne sont pas des vrais podcasts, c'est des replays d'émissions de radio. Oui, donc, mais ce qui venait de là. Ouais. Et après, les purs podcasts, j'écoute pas mal de... T'es plutôt quoi, Rire et Chanson ou France Inter? Écoute, j'essaye de me désacclimater de France Inter pour sortir de ma zone habituelle. J'écoute aussi pas mal Radio Classique maintenant, tu vois. Ok. Ça change un peu. Mais je suis pas Rire et Chanson, non. Même si je suis tombé dessus dans une voiture où il y avait juste la radio, j'avais pas mon téléphone, et effectivement, je suis tombé dessus, c'était assez rigolo. Non, et autrement, le petit manager, c'est pas mal aussi comme podcast, c'est intéressant. En gros, c'est un peu tous les podcasts qui parlent de management et de RH que j'aime bien effectivement écouter pour me tenir à la page et puis confronter un peu aussi mes propres visions à moi. Ok. Bon, si on a envie de te contacter, on fait comment? LinkedIn, c'est la bonne méthode en contact direct ou sur la page de mon site L48, il y a un formulaire de contact. Si on a envie d'être invité sur ton podcast, on peut te solliciter? Mais bien sûr, évidemment. T'es ouvert? Oui. En fait, pour être invité sur mon podcast, il faut être un manager avec des situations particulières à traiter et d'être à l'aise avec le fait que vous allez raconter votre cas alors que vos équipes risquent d'écouter. Voilà. Après, on peut anonymiser le prénom, mais quand même, quoi. Mais bon, quand on est dans une boîte de 12 et que... Voilà, qu'on a Martine à l'accueil et que c'est avec elle qu'on a un problème, faut être à l'aise pour en parler. Et t'en trouves? Ah oui, oui. Les 2 premières saisons, c'est que des managers effectivement qui ont mis sur la table le truc. Donc franchement, ça marche. Les gens sont plutôt ouverts sur le sujet à mettre sur la table. Et sinon, des experts en RH ou en management qui peuvent avoir des trucs à raconter sur le sujet, je suis toujours ravi d'avoir des gens. Ok. Un grand merci Yannick. Merci beaucoup à toi. Ouais, un grand merci pour ton... Le temps a passé à une vitesse folle. Ouais, un grand merci pour ton temps, ton expertise assez impressionnante. On voit bien que tu maîtrises le sujet, que tu es passionné par le sujet surtout. Donc c'est très chouette. Merci à tout le monde. Merci pour votre fidélité, vos écoutes régulières. Et puis j'espère qu'en cette nouvelle année 2025, vous resterez fidèles à On n'a jamais fait comme ça. À bientôt. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Sweep sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt.